Eh bien, bonsoir à tous, et donc bienvenue à cette session de fin de journée. Donc, les 25 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va parler un peu de Chaos Engineering, on va parler de Kubernetes, et on va regarder un peu ensemble comment on peut apporter un peu de Chaos Engineering dans un cluster Kubernetes. Et faire du Chaos Engineering, en fait, c'est un prétexte pour nous pour vous parler de tout ce qui tourne autour des opérateurs Kubernetes, des Custom Resource Definition. C'est un concept qui est en train d'émerger sur Kubernetes. Et on va se servir du prétexte de faire du Chaos Engineering pour rentrer un peu là-dedans, démystifier un peu tout ça et voir ensemble ce qu'on peut en faire. Donc moi, je suis Étienne Couteau, je suis consultant DevOps chez Autotechnologies. Donc Arnaud Mazin, même pédigré. On travaille depuis quelques années avec nos clients sur du DevOps, sur de l'industrialisation, de la containerisation. Et on vient partager avec vous ce qu'on fait comme travail chez les clients et en R&D. Donc l'objectif de cette présentation qu'on va un peu dérouler ensemble, il y en a deux. La première, c'est broyer du pod. Ensemble, on va un peu dégommer des conteneurs dans un cluster Kubernetes. Un, parce que c'est rigolo. Et le deuxième, c'est, comme je vous l'ai dit, on va regarder un peu ce qui se cache derrière ces grands principes de CRD, de opérateur. Qu'est-ce que c'est? Parce que nativement, c'est pas facile de rentrer dedans, et on va un peu démystifier ça ensemble. Donc, pour rappel, le but du Chaos Engineering, quand on fait du Chaos Engineering, ce qu'on souhaite, c'est prouver la résilience du système, c'est de prouver que notre système est résilient à la panne. Et comment on fait? On va provoquer volontairement des pannes dans notre système pour voir un peu comment il réagit et pour voir si le service continue à être rendu. Donc les champions un peu du Chaos Engineering, c'est Netflix. Eux, ils sont assez doués là-dedans. Vous pouvez trouver sur GitHub ce qu'ils appellent un peu la Simian Army. Et Netflix, ils ont toute leur stack hébergée sur Amazon. Et ils s'amusent à, sur la production, au hasard, injecter de la latence, détruire des middleware, détruire des composants, voire même détruire des data centers, pour voir un peu comment réagit la plateforme et comment ça se comporte. Et le but de ça, c'est détruire un data center, mais derrière, c'est vérifier que la destruction de data center ne provoque pas une coupure d'arrêt de service sur Netflix. Donc c'est un peu ce qu'on va faire ensemble. Donc, quand on commence à faire du Kubernetes, quand on souhaite déployer une stack sur Kubernetes, donc un front-end basique sur Kubernetes, il y a de grandes chances que votre stack, elle ressemble à ça. On va un peu la détailler ensemble. Premier composant que vous allez trouver, et c'est d'ailleurs celui que vous allez manipuler, c'est celui qu'on appelle le deployment. Donc, le deployment, c'est une ressource Kubernetes à part entière, et son seul rôle dans sa vie, ça va être de gérer le cycle de vie de votre conteneur. Ça veut dire que vous allez lui dire, s'il te plaît, déploie-moi mon application en version 1.0. S'il te plaît, maintenant qu'elle est en 1.0, déploie-la en version 2.0. Et le deployment, il va gérer le cycle de vie, il va vous faire un rolling update gracieux de votre conteneur pour faire une mise en production avec du zero downtime. Donc ça, c'est principalement, la plupart du temps, c'est le composant que vous allez manipuler. Et derrière, dans votre dos, ce que va faire Kubernetes, c'est qu'il va vous générer ce qu'on appelle un replica set. Donc sur vos clusters, vous pouvez faire un kubectl get replica set. Le replica set, vous ne le gérez pas vous-même, c'est Kubernetes qui vous le gère pour vous. Et le rôle du replica set, son seul rôle dans la vie, ça va être de compter le nombre de pods qui sont présents sur le cluster, de le comparer avec le nombre de réplicas que vous souhaitez, et de faire la différence et de prendre des actions en conséquence. Donc là, si on prend l'exemple, eh bien moi, en fait, à mon replica set, je lui demande de me générer une stack avec 3 pods. Donc, je rappelle, le pod, c'est l'atome sur Kubernetes, c'est la plus petite unité, c'est la représentation logique de votre conteneur. À l'intérieur du pod, c'est votre conteneur applicatif qui tourne. Donc là, j'ai demandé à mon replica set, s'il te plaît, génère-moi 3 pods. Et il va comparer l'état, et il va faire ça tout le temps. Donc derrière, je l'ai dit, on a nos 3 pods. Ces 3 pods sont exposés sur le réseau au travers d'un service qui fait du load balancing sur les 3 pods, et j'accède à mon application depuis l'extérieur au travers de mon ingress. Donc ça, c'est la stack standard sur Kubernetes. Globalement, toutes vos stacks, vous retrouverez au moins ces composants. Et bien sûr, tout ça tourne dans un namespace. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va ajouter un pod, qu'on a appelé le Chaos Operator, qui va tourner dans le cluster. Et lui, il va aller nous dégommer
un de nos pods, il va faire du chaos engineering en dégommant un des pods, pour voir un peu, et d'ailleurs, on va observer le comportement. Et donc, comment ça va se passer? On va passer à notre opérateur ce qu'on appelle des chaos rules, qui sont un peu les règles du jeu, c'est les conditions dans lesquelles on souhaite qu'il détruise le pod. Il va consommer ça, et il va prendre les actions en conséquence. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Et en faisant ça, en fait, ce qu'on va tester, ce qu'on va valider, c'est... On ne va pas tester le comportement de Kubernetes. En fait, on ne veut pas valider le comportement de Kubernetes. On sait très bien que quand on va dégommer un pod, Kubernetes, le réplica set, va nous en redémarrer un. Par contre, ce qu'on veut valider, c'est est-ce que l'application qui tourne à l'intérieur, elle est bien résiliente? Est-ce qu'elle est tolérante si elle s'éteint, si elle redémarre? Est-ce qu'elle respecte quelques principes des 12 factor apps? Alors, pour rappel, les 12 factor apps, c'est 12 principes qui ont été émis par Heroku, qui est une boîte qui fait du cloud, qui fait du PaaS. Et ils ont émis 12 grands principes, on appelle les 12 factor apps, qui sont 12 guidelines à suivre si vous voulez que votre application elle soit cloud native et qu'elle soit opérée au mieux dans un cloud. Et donc, dans ces 12 factor apps, on dit notamment que les applications qu'on vertu à être conteneurisées sur un cluster, elles sont complètement éphémères. C'est-à-dire qu'elles peuvent être éteintes, redémarrer à tout moment, elles peuvent scaler. On peut très bien imaginer que si elles tournent sur un nœud du cluster, si ce nœud meurt, elle va être redéployée sur un autre nœud. En cas de rolling update, on éteint une ancienne version, on en redémarre une nouvelle. Bref, elles vont passer leur temps à être éteintes et à être redémarrées. Donc on veut vérifier ça. On veut vérifier que, en provoquant un arrêt de panne, est-ce que le service métier derrière est toujours rendu? Et donc on va tester l'implémentation de sondes Kubernetes. Donc ça, c'est de la description Kubernetes. On lui passe ça en paramètres. Il y a deux types de sondes. Il y a la première, c'est la liveness probe. Donc la liveness probe, c'est dual check. C'est-à-dire que mon application, si la liveness probe ne répond plus OK, Kubernetes va considérer que l'application est morte et il va la redémarrer. Ça, c'est le premier use case. Le deuxième use case, c'est la readiness probe. Celle-là, c'est mon application, elle est vivante. Par contre, elle n'est plus capable de rendre le service. Et dans ce cas-là, Kubernetes va la sortir du pool de load balancing. Ça, c'est la nuance entre les deux. Et c'est ça qu'on a envie de tester en faisant du chaos engineering. Ça va nous permettre également de tester que pour les applications qui ont besoin de faire des traitements longs, des batchs, ou de garder des connexions ouvertes avec des frontaux, que justement la gestion de la fermeture propre, la déconnexion des clients va se passer de façon gracieuse, et le tout dans la fenêtre de temps autorisée pour qu'un conteneur ou un pod s'éteigne, c'est ce qu'on appelle la période de grâce. Donc grosso modo, on va valider que l'ensemble des paramètres qu'on a réglés, qui peuvent être assez fins à positionner, nous apportent le comportement attendu et que finalement, vu de l'extérieur, c'est pas ou très peu visible en termes d'impact. Donc si on revient un peu sur ce qu'on veut faire, notre opérateur, le fameux chaos, les chaos rules qui sont un peu les règles du jeu, voilà ce que ça va donner. Donc, on va injecter à Kubernetes un YAML qu'on appelle, donc c'est un YAML qui est de type chaos rule, qui va tourner dans un namespace donné, et de manière très simple, on va décrire dans ce YAML les conditions du crime, entre guillemets. C'est-à-dire que là, les conditions du crime, c'est toutes les minutes, s'il te plaît, tue-moi un pod qui porte le label Run Nginx. C'est ça qu'on va donner à notre opérateur, et c'est là-dessus qu'il va se baser. Donc, si on va voir un peu ce qui se passe sur notre cluster. Donc la première des choses qu'on a envie de faire, c'est de se dire, on a introduit un objet de type chaos rule, on va un peu regarder, on va un peu le lister. Hop. Chaos rule. Et donc là, qu'est-ce que me dit mon cluster Kubernetes? Il me dit, ah mais en fait, t'es gentil, là tu me demandes de faire un kubectl get chaos rule, mais chaos rule, je connais pas. C'est pas un type qui fait partie du cœur de Kubernetes. Donc là, on va introduire le premier concept, c'est la CRD, la Custom Resource Definition. Et donc la CRD, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Donc, c'est un objet, Kubernetes, au même titre qu'un pod, au même titre qu'un replica set. Et cet objet, il dit quoi? Il dit qu'on va introduire un objet de type chaos rule. Au pluriel, ça donnera chaos rules. Le short name, et c'est celui qu'on va utiliser pour la suite, parce que je ne vais pas taper chaos rule toute la démo, on mettra KR à chaque fois. Et ce sera
une ressource de type namespace, parce que fonctionnellement parlant, ça a du sens de dire que je veux que ma chaos rule s'applique dans un namespace bien particulier. J'ai pas envie que ça commence à aller dégommer des pods sur ma prod, par exemple, sans que je lui ai demandé. Et donc là, en injectant ça à Kubernetes, on va le faire ensemble. En injectant ça à Kubernetes, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, ne t'inquiète pas, quand tu vas faire un kubectl get kr ou get chaos rule, je maîtrise, c'est moi qui vais la gérer cette règle. Donc là, il n'a pas encore pris en compte voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit pas que je ne connais pas, il dit bah OK, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Bah, donc on va en ajouter. On va en ajouter ensemble. Donc on va ajouter une première règle, donc c'est celle que vous avez vue ensemble, donc ça je vous la redétaille pas, et on va en ajouter une deuxième qui fait exactement la même chose, sauf que toutes les 3 minutes, elle va détruire un pod qui porte à peu près le même label, mais ça c'est beaucoup plus marrant parce qu'elle va s'appliquer dans le namespace de prod. Donc là, on gère ça. Donc de la même manière hein, que je manipule mes ressources, c'est standard, je fais un apply-f. Donc, my rule. Hop, donc on en a deux. On applique la première et on applique la deuxième. Et maintenant, si je fais un kubectl get kr, parce que je suis feignant, je vois que j'en ai bien une première. Et si je vais chercher l'autre dans tous les namespaces, là je vois bien que j'ai mes deux règles. Donc là, j'ai mes deux règles qui sont en place, j'ai mes deux règles de destruction, mais ça tout seul, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que maintenant, il faut l'opérateur qui va interpréter ces règles-là. Et donc l'opérateur, on a fait l'effort de l'implémenter, et donc il tourne dans notre cluster Kubernetes au même titre que les autres pods. Il est présent dans le namespace kubesystem, parce que c'est un pod un peu technique. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir finalement à cette fameuse rule. On peut aller voir, hein, notre pod, il nous génère des logs. Donc là, vous voyez, hein, comme toute application, elle nous crache des logs sur la sortie standard. Elle nous dit j'ai réussi à me synchroniser, j'ai déclenché un événement. Donc on peut la troubleshooter comme n'importe quelle application. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On a les règles du jeu qui sont en place. On a l'opérateur qui consomme ces règles, qui consomme nos chaos rules. Maintenant, on attend à ce que ça détruise un peu des pods. Donc, si on regarde, si on liste un peu nos pods, effectivement, -1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe que, eh bien là, j'ai mes 3 pods qui tournent, et là, donc il y en a un qui une destruction vient de se faire, donc dans 1 minute, mon opérateur va parmi ces 3 pods en choisir un au pif, il va le détruire, et ça va s'arrêter là. Derrière, Kubernetes et les réplicas 7 va reprendre la main et va faire la différence. Ah, en tant que réplica 7, on m'a demandé 3 réplicas, il y en a un qui vient de mourir, hop, j'en remonte un autre pour bien arriver à 3. Donc, 38 secondes, si on attend à peu près 20 secondes, on va pouvoir voir l'opération se faire. Et donc là, la chaîne, elle est bouclée. C'est-à-dire que j'ai dit à Kubernetes, t'inquiète pas, quand tu vas voir un objet de type chaos rule, je gère, ne me sort plus une erreur. Une chaos rule, c'est ça, et mon opérateur qui consomme ma chaos rule. Et donc là, on voit bien que j'ai cette fameuse boucle, mon opérateur détruit, et derrière, j'ai un pod qui revient. Ce qui est important de voir, c'est que l'opérateur qu'on a créé, je pense que tu peux montrer les events, l'opérateur qu'on a créé, son but, c'est d'essayer d'expliquer son comportement, parce qu'il y a une part d'automagie qui a eu lieu. Hein. Et donc, ce qui est super important, c'est qu'il produise des événements. Et quand vous faites un describe de la chaos rule, vous avez en bas des informations liées à notre opérateur qui s'appelle chaos. Hein. Et on voit que là, ça s'est bien passé, il a démarré, il a synchronisé les règles dans son fonctionnement interne, et puis on le voit que toutes les minutes maintenant, il annonce le pod qu'il a détruit. Donc c'est super important, si vous êtes amené à écrire vos propres opérateurs, toujours d'injecter des événements dans le système Kubernetes qui vont être centralisés et qui vont vous permettre d'expliquer, d'écrire la vie de vos opérateurs. N'oubliez pas ça, c'est vraiment super important. Et là, c'est valable dans le cas où c'est votre propre opérateur, mais la plupart du temps, vos ressources Kubernetes, si vous faites un describe dessus,
vous verrez un peu, elles vont vous donner des événements. Ça vous donnera déjà bien une bonne partie du troubleshooting. De la même façon que les composants techniques internes de Kubernetes le font déjà. J'ai schedulé, j'ai placé, j'ai réussi à trouver de la place pour mettre mon nœud, je l'ai démarré, j'ai poolé l'image. Vous avez exactement le même fonctionnement et c'est possible avec vos propres opérateurs. Donc pour l'implémenter, cet opérateur, la première chose, c'est de faire un mapping dans le langage que vous voulez. Donc nous, on fait du Go parce que c'est quand même beaucoup plus simple quand on fait du Kubernetes de le faire en Go, puisque tous les SDK et le moteur lui-même est écrit en Go, donc c'est beaucoup plus naturel. Et vous allez faire le mapping entre cette structure YAML qui décrit notre objet et une structure dans le langage que vous utilisez. Donc là, on a un mapping qui nous permet de reconstituer intégralement notre structure de données, qui est le cœur du type qu'on va manipuler. Et on notera au passage que ce type, il est versionné. Donc si demain on fait une Chaos Rule V2 qui aurait des champs en plus où on casserait la syntaxe, la sémantique, eh bien, on va pouvoir faire une autre implémentation d'un autre type. Le versionning, il est fourni by design par Kubernetes, qui versionne tous ces objets dans tous les sens. Donc on bénéficie également de ces fonctionnalités à partir du moment où on écrit nos propres règles. Et donc ensuite, on va coder le moteur de traitement. Et le moteur de traitement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble d'abord au fait qu'on va aller s'abonner à nos Custom Resource Definition pour récupérer des événements quand ils sont modifiés. Et notre opérateur, là, il va fonctionner globalement comme une grosse boucle de réconciliation dans laquelle il y a différentes étapes qui consistent en gros à regarder l'état attendu de la Custom Resource Definition, regarder le décalage, les opérations effectuées, et ensuite d'agir sur un autre type de ressources a priori. Dans notre cas, l'autre type de ressources, c'est des pods qu'on va aller dézinguer. Si vous avez le courage, on va regarder un petit peu la tripaille à l'intérieur de ce qui se passe, donc accrochez-vous un peu. Le mécanisme, c'est celui-là. En fait, il est super intéressant à regarder, même s'il peut paraître un peu compliqué, parce que tous les contrôleurs internes de Kubernetes fonctionnent sur le même principe, qui est j'ai un système d'abonnement en mode pub/sub pour être notifié quand il y a des événements sur mon objet, donc de type ajout, suppression ou modification. Ça va rentrer dans un channel qui va permettre ensuite de dépiler en asynchrone tous ces messages pour absorber les pics. Donc sur le cœur du traitement, c'est super intéressant au niveau Kubernetes, quand on travaille sur des milliers d'événements ou des milliers de ressources, ça permet vraiment de décorréler l'événement du traitement. Ensuite, en interne, on fait le travail de synchronisation, et donc là, on utilise simplement une petite librairie qui implémente un moteur de cron avec des goroutines. Et ces goroutines, elles sont adaptées en fonction du fait que des chaos rules sont créées, modifiées, détruites. Et de temps en temps, après, ces goroutines-là vont se réveiller, elles vont déclencher le fait qu'on va vraiment, enfin, commettre notre meurtre. Et notre meurtre, ça consiste toujours à aller rechercher un pod. On va récupérer tous les pods qui matchent le sélecteur. On va en choisir un aléatoirement et on va le dessouder. Donc mettre en œuvre ce principe-là, c'est assez sympa pour comprendre toute la mécanique interne de codage du SDK d'une part et du moteur Kubernetes. Donc c'est vraiment super intéressant. Et notre code, nous, métier, entre guillemets, qui gère vraiment le fonctionnel de notre CRD, il est dans ces briques centrales. Comment je synchronise ma mécanique et éventuellement comment je vais provoquer des actions sur d'autres ressources. C'est bon ? Et du coup, ce principe, il est tellement générique et tellement élégant parce qu'il est complètement intégré dans Kubernetes qu'en fait, il y a plein d'autres use cases qui sont en train d'émerger où on va utiliser des CRD et des opérateurs. La première chose que je n'ai pas mentionnée, donc je vais juste revenir, c'est que l'opérateur, pour pouvoir fonctionner, il lui faut des permissions, parce qu'il a besoin de communiquer avec l'API Kubernetes. Donc, il n'est pas full administrateur du cluster, mais il a quand même besoin de pouvoir s'abonner à des événements, lister des objets, en détruire. Donc, la première chose, c'est que n'importe qui ne peut pas installer son opérateur. Si vous n'êtes pas admin du cluster, vous n'allez pas pouvoir le déployer. Okay, il a des droits d'administration au sens RBAC, pour employer le terme utilisé. Il a des permissions particulières qui lui permettent de fonctionner. Donc, des exemples de CRD qu'on a vus et qu'on est en train d'observer et de surveiller un petit peu. Le premier qu'on utilise assez souvent, c'est celui qui s'appelle Prometheus Operator. C'est un modèle où on va définir un opérateur et plusieurs types de Custom Resource Definition qui nous permettent de gérer tout simplement le monitoring de la plateforme. L'idée est de dire, simplement en créant un YAML, je vais instancier un nouveau serveur Prometheus dans le cluster, et avec d'autres ressources comme celle que vous avez là en exemple, je vais créer une règle pour aller collecter des métriques sur un service. Ça permet d'éviter de se taper la configuration à la main, et ça donne la main aux équipes dans les namespaces,
quitte à ce qu'un projet mette son instance de Prometheus et ses règles de collecte à eux, et qu'il soit complètement en autonomie pour gérer ça. Donc si on regarde un petit peu ce que ça donne, en fait, des CRD, on vous en a décrit une qui était notre Chaos Rule, qu'on voit là en deuxième, mais quand on installe l'opérateur Prometheus, il en décrit 3 de plus, qui sont ces éléments techniques fonctionnels au sens Prometheus, qui nous permettent de déclarer des instances Prometheus. Donc là, il y en a déjà un qui est démarré, et de déclarer des points de collecte où on va aller chercher des métriques. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, notre opérateur, il expose lui-même une URL de métrique. Et on le voit, il est collecté. Donc là, on est dans l'interface de Prometheus pour ceux qui n'ont jamais vu. Et on est en train de regarder les targets, c'est-à-dire quels sont les éléments que ce Prometheus-là est en train de remonter. Et on voit que là, il est en train de collecter des métriques sur le pod de notre opérateur. Notre pod, parce qu'on a eu la gentillesse de mettre un endpoint/metrics pour le faire. Du coup, finalement, avec très peu d'énergie, quand on a un Grafana qui va pointer dessus, on va pouvoir assez rapidement visualiser un graphe. Celui-là, il représente quoi? Il représente simplement les moments. Chaque pic, c'est un moment où une des règles de chaos a déclenché la mort d'un pod. Donc là, vous en avez deux. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Vous avez le vert qui représente celui qu'on a fait dans le namespace défaut toutes les minutes. Et vous avez le jaune qui, lui, est toutes les 3 minutes dans le namespace de prod. L'avantage du Grafana, c'est que vous pouvez filtrer par namespace, par chaos rule, donc faire des choses custom finalement très très simples. Et toute cette configuration au final, déployer nos applis, déployer des règles de chaos, déployer des règles de monitoring, en fait, ça se fait de la même façon avec du YAML. Donc c'est hyper consistant et on n'a plus de raison en fait, de ne pas livrer l'ensemble du YAML pour faire toute la partie déploiement, monitoring par exemple. Donc cet opérateur et ces Custom Resource Definition, nous on les aime bien parce que justement ils permettent de simplifier énormément la vie et la partie collecte en termes de monitoring. Deuxième exemple, qui celui-là est beaucoup plus ambitieux, il s'appelle Rook. Rook, c'est la promesse, c'est vous me faites une custom resource definition comme ça et je vais vous monter à l'intérieur du cluster Kubernetes un cluster Ceph. Un cluster Ceph, c'est un système de stockage distribué, scalable, résilient, tolérant à la panne, qui fait du file system, du bloc et puis ce qu'on appelle de l'object storage. Donc le principe, c'est de dire on le met à l'intérieur, on va finalement déclarer des éléments relativement simples par rapport à la complexité technique d'implémenter un cluster Ceph. Et c'est l'opérateur qui gère justement toute cette complexité qui va vous offrir un service managé. L'avantage de Ceph, c'est qu'une fois qu'il est prêt et qu'il est monté dans le cluster, vous avez une espèce d'architecture hyper convergée, même si j'aime pas le terme, qui gère à la fois le processing avec vos pods et le stockage. Et ensuite, tous ces stockages qui sont disponibles au travers de Rook, ils sont utilisables sous forme de persistant volume dans votre infrastructure. Donc ça, c'est un projet qui est très ambitieux, parce que ça est en train de nous dire, un cluster Kubernetes, en fait, il pourrait aussi gérer la partie stockage distribué. Ça commence à être sympa. Autre exemple, c'est Eptio qui nous le propose avec un truc qui s'appelle Arc, qui vous permet en fait de définir des stratégies de sauvegarde. Donc vous définissez à quelle fréquence, qu'est-ce que je vais sauvegarder. Alors sauvegarder du Kubernetes, on peut dire ça sert à rien, parce que normalement j'ai tout mon code YAML dans du Git. Dans le doute, ça ne fait pas de mal de dumper tous les YAML de tous vos objets. Et donc, vous allez préciser ça, le namespace, éventuellement un filtre pour exclure tel ou tel type de ressources, éventuellement de la labellisation. Et accessoirement, il a la bonne idée de vous attraper aussi tous les PV, tous les volumes, et de vous les dumper. Et à la fin, dans un bucket S3, vous avez la sauvegarde complète de vos volumes et de toutes vos ressources Kubernetes qui sont sauvegardées. Donc ça, c'est pareil, un opérateur et des Custom Resource Definition qui permettent de gérer de façon unitaire par namespace ou par projet votre stratégie de sauvegarde. Donc on voit qu'on est en train de monter en abstraction et d'offrir des services avec de la valeur ajoutée de plus en plus forte par-dessus la pure technique qu'est Kubernetes. On monte vraiment sur du service managé. Et le sens de l'histoire, c'est forcément de monter vers les stacks applicatifs ou clusterisés de plus en plus compliqués. Donc c'est peut-être ça qui va signer la mort de Mesos, on ne sait pas. Par exemple, soumettre ou manager des jobs Spark. Donc une soumission d'un job Spark, c'est une Custom Resource Definition. Donc il y a un opérateur qui est en train de travailler là-dessus. Monter des clusters Kafka. Et tout ce qui est base de données managée. Donc là, on commence à se rapprocher de RDS. En gros, on va décrire sous forme d'un YAML assez court, je voudrais une base de données Postgres avec 3 réplicas qui fait telle taille, blablabla. Et l'opérateur vous cache toute la complexité que c'est de mettre ça en œuvre, fait le boulot pour vous et manage le service.
Donc ce genre de use case, il est évidemment super intéressant et on pense que de plus en plus, on va aller vers ça. Est-ce que c'est bon? Attention, work in progress. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas mettre un coup de tampon en disant ces trucs-là, ils marchent, nickel, ça gère tous les cas de résilience, de tolérance aux pannes, de montée de version. On ne vous le dira jamais aujourd'hui à date. Par contre, on surveille de très près parce que c'est en train d'ouvrir le champ des possibles et surtout, à l'usage, ça va être très simple en fait de fabriquer ce genre de cluster. Notre takeaway. Alors, première chose, embrace de chaos. Une stratégie de chaos, c'est un très bon outil pour vérifier la résilience de vos architectures et de vos applications. Ça n'est pas qu'un petit gadget. Et dans des patterns où on est en mode « je détruis un pod pour en instancier un nouveau », notamment dans des cadres de déploiement, c'est très important de valider en fait, que votre architecture va bien se comporter. Et donc un petit opérateur comme celui-là qui sert d'exemple, qui s'appelle le chaos, pourrait vous aider à aller vers ça. Alors ça ne remplace pas toutes les problématiques de chaos, bien sûr, notamment la partie matérielle, la partie réseau, la partie serveur qui est en dessous, mais voilà, ça peut contribuer à une stratégie de chaos. L'autre chose, c'est concernant donc les CRD, les opérateurs. Nous, on est assez convaincus en fait, par la démarche et par le potentiel que c'est en train d'ouvrir. Par contre, attention, soyez prudents. Il va certainement falloir mettre les mains dans le cambouis encore sur certains qui sont plus ou moins secs, qui supportent certains types d'architecture, certains modèles de fonctionnement des applications ou des choses qui sont gérées à l'intérieur. Préparez-vous à aller devoir creuser dans les logs, vous battre, regarder un petit peu, peut-être même regarder le code source des opérateurs. C'est toujours très intéressant, mais ça peut demander un ticket d'entrée un petit peu cher. Attention à la portabilité, si vous n'êtes pas administrateur d'un cluster Kubernetes, vous ne pouvez pas installer vos propres CRD et opérateurs, donc vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Et donc si sur un cluster, il va falloir aller négocier avec votre administrateur, dites-vous forcément que vous ne l'aurez peut-être pas sur un autre cluster, et donc vous avez peut-être un risque sur la portabilité de ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez coder le vôtre, surtout partez des exemples qui sont déjà installés, parce que je vous ai montré l'architecture d'implémentation, ça peut être un peu compliqué en termes de code. Donc il y a des gens qui ont fait des choses très très bien pour vous expliquer tout ça. Notamment chez Red Hat, ils ont fait le boulot vraiment proprement. Donc il y a un bout de blog chez OpenShift qui vous explique un petit peu comment coder et qui vous file le squelette qui vous permet de faire ça. Donc l'exemple que là on a utilisé, il est basé là-dessus. C'est les premiers éléments. Et pour terminer, donc, si vous voulez récupérer les petites icônes pour faire vos schémas, nous on les utilise, elles sont disponibles sur GitHub. Les exemples de l'opérateur de chaos et l'image Docker, si vous voulez l'utiliser telle quelle, sont en ligne. Servez-vous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, je répète la question. Vu le potentiel des CRD, est-ce que ça ne va pas faire de l'overlap avec d'autres solutions comme le templating Helm ou ce genre de choses? Probablement, sachant qu'il y a aussi un autre mode d'extension de Kubernetes qu'on appelle l'API Aggregation aussi, qui permet carrément de rajouter ses endpoints, ses propres verbes, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, le champ des possibles, il est très vaste. Il y a probablement de l'overlap qui va se positionner. Là, on est plutôt sur une approche service managé avec un opérateur qui va garder de l'intelligence fonctionnelle, en fait, qui va en permanence éventuellement faire du travail, du management. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement le même périmètre que Helm de ma compréhension. Alors la question, c'est comment sont déployés les opérateurs. Donc un opérateur, c'est un pod standard déployé de façon tout à fait standard, donc soit sous forme d'un deployment, d'un replica set, d'un stateful set. Et donc il est géré, redémarré quand il se casse la figure et tout par le moteur Kubernetes natif. C'est-à-dire qu'il est monitoré en tant que pod, donc en tant que conteneur, de façon tout à fait standard. Je disais, sa seule particularité, c'est qu'il a des droits étendus pour pouvoir parler avec l'API Kubernetes. Par défaut, un pod, quand il tourne en Kubernetes, il n'a pas le droit de jouer avec l'API. Alors, le Kind Cluster, en fait, c'est une ressource, si je y retourne. C'est une ressource qui est propre. C'est une ressource qui est fournie par Rook, en fait. Si on voit son API version, ça pop complètement un cluster Ceph. Et pour ceux qui ont joué avec Ceph, ça veut dire démarrer des OSD, des daemons, des managers, enfin toute la tripaille qui est en dessous.
Donc, ce n'est pas un objet natif, c'est vraiment un nouveau verbe, une nouvelle CRD, et l'opérateur va pouvoir réagir à ça. 0 secondes. Alors, le travail des opérateurs, c'est justement de gérer la complexité, notamment du redimensionnement, du rebalancing, sur ce genre de choses. Donc, si jamais il doit y avoir de l'intelligence, c'est exactement l'objectif des opérateurs, c'est de porter cette intelligence et cette complexité intrinsèque à chacune des technologies. Bon. Merci à tous. Merci à tous.